Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Aujourd'hui, c'est Julie qui vient nous parler de sa maladie invisible, le syndrome d'Ehlers-Danlos. Pour simplifier, parce qu'elle le dit elle-même dans l'épisode, on appellera cette maladie le SED, le SED. C'est une maladie génétique complexe puisqu'elle touche tout le corps, mais surtout que chaque personne a des symptômes différents. Julie nous parle alors de ses symptômes à elle, de ce qu'elle a mis en place pour mieux vivre avec la maladie, de ce qu'elle peut faire et ne pas faire, mais surtout, elle insuffle une positivité incroyable dans tout ce qu'elle raconte, bien qu'elle le raconte avec beaucoup de sincérité. Je vous laisse écouter ma conversation avec Julie et je vous retrouve juste après. Bonjour Julie. Bonjour. Comment tu vas ? Eh bien, ça va, merci, c'est gentil de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté de partager un petit bout de ta vie. Est-ce que tu peux commencer par me dire pourquoi est-ce que tu as accepté de témoigner sur le podcast sur ce sujet ? Alors du coup, moi, il s'avère que je suis atteinte donc d'une maladie orpheline rare qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie très peu connue. Et je sais donc vous parler de sujets un peu tabous, on va dire. Et du coup, je me suis dit, ça serait bien d'en parler pour faire connaître du coup cette maladie, mais aussi toute maladie invisible, on va dire, à tout le monde en fait, et de manière simple aussi et décomplexée, parce que c'est un peu compliqué des fois les maladies invisibles. Donc j'avais envie d'en parler, mais que ce soit pas non plus trop lourd quoi. Donc voilà. Trop bien. Parfait, c'est exactement ce qu'on cherche à faire ici sur le podcast, donc je pense que ça va être parfait. Est-ce que tu peux du coup m'expliquer un peu ce que c'est la maladie, sachant que moi j'y connais rien et que les gens qui écoutent, qui connaissent certainement pas grand-chose aussi. Oui, je comprends. Je vais essayer d'être simple. Bon, au début, forcément, c'est un peu technique, mais je vais essayer de faire au plus simple. Du coup, le syndrome d'Ehlers-Danlos, déjà un mot un peu complexe, mais c'est juste en fait les noms des deux médecins qui l'ont découvert. Donc souvent, moi je le dis le SED, parce que du coup, syndrome d'Ehlers-Danlos, SED. Donc c'est plus simple comme ça, parce que des fois, voilà. Donc c'est une maladie qui touche donc le tissu conjonctif. Pareil, mot barbare. Tissu conjonctif, c'est un tissu qui est dans notre corps, qui est présent dans 80% du corps. Et en fait, il permet donc le maintien, le soutien, la défense et la réparation des différents organes. Okay. Et du coup, en fait, il est partout. Et donc, il est de mauvaise qualité. Et ça a fait de multiples symptômes. Divers et variés. En plus, en fonction de chaque personne, c'est différent. Au moment de périodes, de semaines et tout. Enfin, tout est, ça peut être différent de chaque personne. Donc, ce qui la rend très complexe, à vivre, à diagnostiquer. Enfin, c'est un peu difficile de mettre des mots en fait totalement, parce que chaque personne aussi va la ressentir d'une manière différente. Donc voilà, c'est un peu ça le syndrome d'Ehlers-Danlos. Est-ce que tu peux m'expliquer toi tes symptômes à toi, et puis peut-être si tu connais d'autres symptômes d'autres personnes qui en auraient mais que toi tu n'aurais pas? Oui, du coup je vais parler d'abord de mes symptômes, parce que c'est vrai que j'ai pas les mêmes que tout le monde. Du coup, moi, le principal symptôme, j'en ai vraiment deux. Donc, c'est l'hypermobilité articulaire. Ce qui veut dire que je suis hyperlaxe. Donc, mes articulations sont trop souples. Ce qui fait que je vais me blesser facilement, parce que je vais pas avoir les freins du corps, en fait, que tout le monde a. Qui permettent de protéger, en fait. Parce que le tissu conjonctif n'est pas là pour protéger. Et en fait,
ça va faire qu'on va se faire des entorses, tendinites, luxation, subluxation, enfin des choses, on va se casser facilement, enfin aussi des choses improbables, des blessures qui sont des fois sorties de nulle part. Et donc ça, c'est vraiment la chose moi qui est présente chez moi. Et les douleurs, pareil, les douleurs on va dire des cheveux jusqu'aux petits orteils. C'est des douleurs dans tout le corps, qui sont présentes toute la journée. À des niveaux différents, mais qui sont très fortes et avec laquelle aussi il faut vivre. Et ça, c'est vraiment des symptômes que moi j'ai le plus. Après, j'ai aussi donc tout ce qui est les migraines, les vertiges, des spasmes, des tremblements, des troubles digestifs, des troubles gynécologiques, oculaires, ORL. En fait, ça touche vraiment beaucoup de choses. Donc, en fait, je pourrais passer la journée à citer des symptômes que j'ai même moi. Et d'autres personnes, ça prendrait très longtemps. Donc c'est vrai que souvent, voilà, en plus chaque jour est différent. Des fois, il y a des symptômes qui sont pas présents, et d'autres jours, ça va être de nouveaux symptômes qui vont apparaître. Il va falloir que je me réadapte, et c'est ça qui est très compliqué. Donc voilà, c'est pas facile. Donc en grandissant, tu découvres de nouveaux symptômes. Alors je dis en grandissant, moi je vieillis jamais, je ne fais que grandir, c'est pour ça. Donc en grandissant ou en vieillissant, comme tu continues de découvrir des nouveaux symptômes un peu que tu n'avais jamais eu. Oui, parce que du coup, moi, déjà quand j'étais petite, j'étais beaucoup malade, mais sans diagnostic, hein, on pensait juste que c'était moi, la croissance, c'est comme ça, c'est un enfant, ça se blesse, c'est machin. Enfin, bref, j'avais quand même beaucoup de problèmes de santé. Ma mère trouvait que j'en avais beaucoup trop. Les médecins, voilà, ça les inquiétait pas plus que ça. Mais il s'avère qu'à 16 ans, j'étais en CAP-pâtisserie et je suis vraiment tombée de mon lit. Je pouvais plus marcher. Donc au début, ça a pris les jambes. Après, ça a pris le dos. Donc après, je pouvais quasiment plus marcher. Après, j'ai eu d'autres douleurs qui sont arrivées, d'autres symptômes donc, qui sont avérés être de la maladie. Donc les migraines, en fait, qui passent pas avec des traitements, c'est compliqué. Les vertiges, les tremblements, maladresse, des troubles digestifs, pareil, qui sont très compliqués à gérer. Des allergies qui arrivent, qui partent. Voilà, des trucs comme ça. Ça a évolué au fur et à mesure du temps. Des fois, ça stagne. Des fois, hop, j'ai un nouveau truc. Il y a pas longtemps, il y a quelques années, je me suis blessé l'épaule. J'ai eu un autre syndrome de l'épaule, un truc qui n'arrive qu'aux volleyeurs professionnels, apparemment, de ce qu'on m'a dit. Je suis pas du tout volleyeuse, hein. Je fais pas de sport, du coup, quasiment. Ouais. Donc c'était un peu improbable quand on m'a dit ça, et du coup à cause de la maladie, je me suis fait une blessure improbable, donc que j'ai dû vivre avec parce que ça a enclenché d'autres douleurs, d'autres problématiques, et en fait c'est à chaque fois soit on se blesse, on arrive à se soigner, mais on a quand même des séquelles. C'est assez compliqué en fait. Des fois c'est juste la maladie au début qui nous fait faire des blessures et qui du coup fait de nouveaux symptômes en fait. C'est vraiment un cercle vicieux de cette maladie, donc il y a des choses à mettre en place, mais faut pouvoir les mettre en place, quoi. Donc voilà. Ouais, ok. Et donc tu disais que enfant tu te blessais beaucoup et que t'étais pas diagnostiquée. Vers quel âge est-ce que la maladie a été diagnostiquée chez toi et comment? Alors moi, de mémoire, j'ai été diagnostiquée en 2012. Et du coup, je dois avoir 18 ans, 17 ans, 18 ans, je sais plus. Enfin, je m'en souviens plus tellement, j'ai ma mémoire, voilà. Mais à peu près cet âge-là. Et du coup, moi, j'ai eu quasiment 18 ans d'errance médicale parce qu'en fait, j'ai été malade énormément. À l'école, ça a été très compliqué parce que quand tu es malade souvent, on te trouve 1001 prétextes, mais pas le fait que tu es malade ou que tu as une maladie. Ouais. Donc du coup, ça a été très compliqué. Et quand ma maladie est devenue vraiment invalidante quand j'avais 16 ans, où vraiment là je pouvais plus marcher, donc ça c'était vraiment, j'étais mise en invalidité, quoi. Enfin c'était compliqué. Et là j'ai eu 4 ans à peu près d'errance médicale et 4 ans de recherche, donc de passer de diagnostic en diagnostic, de spécialiste en spécialiste, des médecins et tout comme ça, de recherche avec ma mère sur le PC, sur des bouquins, des choses. On a dû vraiment batailler jusqu'à ce qu'un jour un médecin me dise
ah, peut-être il y a une maladie, mais je suis pas sûre. Faites des recherches. Ok, on va faire des recherches. Et donc on a vu le syndrome d'Ehlers Danlos. J'étais pas mal dans les cases. Et on a dû envoyer un dossier donc à Paris, parce que c'était Paris le centre de référence à l'époque. Et du coup, ils m'ont dit, oui, on accepte de vous recevoir. Donc j'ai été reçue assez rapidement. Mais du coup, voilà, il n'y a pas de. Enfin, quand j'y suis allée, du coup, je savais pas si vraiment c'était ça et tout. Puis c'était une maladie pas connue. C'est vrai que c'est un peu délicat. Et donc quand j'ai fait mon rendez-vous et tout, alors il n'y a pas de test, il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas d'IRM, il n'y a rien pour diagnostiquer le syndrome d'Ehlers Danlos. Okay. C'est un test clinique, c'est vraiment des questions, c'est des échelles, c'est des cases, machin, enfin c'est un peu complexe. Donc pendant 2 heures, je suis restée avec des médecins qui m'ont regardé toutes les coutures. Et donc clairement. Et du coup, en plus il y avait ma mère pour aussi c'est une maladie aussi héréditaire, du coup des questions par rapport à mon enfance, par rapport aussi à son enfance, à toute la famille et tout. C'est un peu long, puis des fois des trucs on se souvient pas. Ouais. Et du coup, le diagnostic est tombé. Mais après, voilà. Enfin, on avait le diagnostic, c'est bien cool, mais on savait pas quoi faire. Il y avait pas de suivi, il y avait rien. C'était un diagnostic, mais on a quelques ordonnances, mais un peu, c'est voilà, débrouillez-vous quoi. Donc c'était un peu délicat. Donc après l'errance médicale, même si on a le diagnostic, déjà il faut que les gens croient à ce diagnostic, parce que les médecins ne connaissant pas toute cette maladie, ne croient pas des fois à la maladie. J'ai eu affaire à des médecins, c'était aberrant. Du coup, fallait chercher par nous-mêmes, hein, toujours. Donc après, au fur et à mesure, on se renseigne, on voit quand même des médecins qui donnent ne serait-ce qu'une petite astuce, une petite ordonnance par-ci par-là. Donc on va chercher au compte-gouttes. Enfin, moi personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Donc pour mettre les choses en place, pour améliorer un peu la qualité de vie, si je puis dire, parce que c'est jamais sûr, mais au moins pour améliorer. Mais voilà, ça a été très très long le diagnostic. Et encore moi, je sais que comment dire, moi ça a été rapide pour dire. Limite ça a été rapide. Je connais d'autres personnes qui à 40 ans, 50 ans ont eu des douleurs et des trucs toute leur vie et on leur a tellement dit que c'était dans la tête que du coup ils se sont jamais posé la question si t'es malade quoi. Et en fait, si, ils ont même, comment dire, ça a pas amélioré les choses de tirer sur son corps comme ça. Ouais. Donc voilà, limite, je suis pas non plus dans une errance médicale la plus longue, on va dire. Ah ouais, c'est fou parce que c'est quand même très long. Enfin. Oui, c'est long, ouais, c'est très long. Et je trouve ça fou qu'ils aient aucune piste de solution pour ne serait-ce que vivre avec, quoi. Mais s'il n'y a pas de traitement définitif, je peux comprendre, il y a plein de maladies comme ça, mais qu'ils aient même pas de piste de solution pour vivre avec ça, quoi. En fait, il y a des petites choses, mais en fait, c'est pas, comment dire, ça dépend des personnes. Moi, par exemple, je porte des vêtements compressifs. Donc, c'est des vêtements qui permettent comment dire, c'est assez serré, en fait, de maintenir le corps, en fait, pour éviter de se blesser. Okay. C'est un peu comme une peau de serpent, on va dire, qui te sert pour essayer de comprimer le corps, pour vraiment que ta structure soit tenue. Le souci de ces vêtements-là, moi, je les ai que depuis depuis 2 ans, je crois, parce que faut savoir qu'à la base, donc c'est fait pour les grands brûlés et non pour les syndromes d'Ehlers Danlos. Okay. Donc du coup, ils ont dû améliorer aussi le tissu. Et moi, je ne supportais pas le tissu justement à cause de ma maladie. Il y a des vêtements que je ne supporte pas et ça me brûlait, ça me faisait des plaques et tout. Donc, je pouvais pas les porter, ces vêtements compressifs. Il s'avère que depuis 2 ans, ils ont sorti une autre gamme, encore plus hypoallergénique et tout ça, machin, donc que je supporte. Et donc, du coup, que je dois mettre ces vêtements, à tout le temps, en fait, alors, à la maison, je mets surtout des chevillères ou les mitaines pour les poignets, parce que c'est là où je vais travailler un peu plus avec. Mais tout ce qui est pantalon ou short, trucs comme ça, je les mets plus pour sortir, parce que c'est là où encore plus je fais d'efforts et tout. Mais c'est vrai qu'à la maison, je m'octroie le droit de respirer un petit peu. Et aussi, il y a le gilet aussi. Le gilet soit manche longue, soit manche courte.
Et donc moi je l'ai pas parce que je peux pas le porter à cause justement d'une omoplate décollée, hein, truc comme ça. Mais sinon il y a le gilet. Donc en fait quand on a tout l'attirail, on ressemble à Batman quoi. C'est un peu ça. Non mais c'est clairement ça. Clair. Et du coup voilà donc c'est un peu particulier. Puis là par exemple en temps de canicule par exemple les porter et c'est très délicat. Et des fois on est obligé de les porter. Donc il faut s'appareiller de tout ça et c'est vrai que c'est pas facile de jongler avec tout ça. Donc les vêtements compressifs font une grande partie, c'est un peu la grande partie de l'amélioration de qualité de vie entre guillemets. Je dis bien parce que tout le monde ne peut pas les porter. Ouais. Il y a les orthèses aussi, forcément, hein, des orthèses au cas où pour pas se faire d'entorse, tendinite, luxation, qui fragilisera encore plus, on va dire, le corps. Il y a les aides au positionnement, par exemple, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est coussin, matelas, dossier, enfin voilà, qui sont adaptés justement pour éviter pareil les mauvaises positions, ne serait-ce que de se luxer quelque chose parce qu'étant très fragile, on peut se luxer le genou, le bassin, les articulations au moindre geste. C'est-à-dire que pour ma part, je me suis déjà fait des entorses tendinites en me levant de mon lit, en déplaçant ne serait-ce que en portant juste ma tasse. Donc, faut faire super attention. Okay. On doit vraiment adapter des fois tout son matériel de vie. Il y a ça aussi qui améliore. Il y en a qui ont de l'oxygène aussi. Moi, j'en ai pas, ça marche pas sur moi, mais il y en a qui font de l'oxygénothérapie. Après, il y a la kiné, l'ostéopathie, l'orthophoniste, qu'il faut mettre en place. C'est un peu notre boulot à nous, en fait. Nous, on va pas au travail, on fait nos rendez-vous médicaux toutes les semaines. C'est comme ça. Donc, du coup, c'est vrai que c'est assez contraignant quand même. Il y a des fois où moi personnellement il y a des choses qui marchent ou qui marchent pas, mais je veux dire il y a des choses j'ai un peu abandonné parce que c'est lourd sur une semaine. Moi je travaille aussi à côté et c'est vrai que il y a des fois des fois je fais une petite pause quoi parce que on n'est pas surhumain quoi. Donc voilà, des fois faut aussi s'octroyer des moments où t'as pas envie d'aller voir le médecin, où t'as pas envie juste ne serait-ce qu'une semaine en fait parce que c'est trop lourd. Donc, et c'est voilà. Toutes les semaines t'as des rendez-vous médicaux pour différentes choses? Ouais, moi j'en ai. Déjà j'ai de la kiné quasiment toutes les semaines. J'ai la kiné toutes les semaines depuis l'âge de 11 ans quasiment. Okay. Et j'ai l'ostéopathe. Après, tous les rendez-vous sont périodiques. Par exemple, il y a tout ce qui est orthoptiste, orthophonie. C'est là où on voit que, par exemple, ça commence un peu à déglinguer sur ces côtés-là et qu'on se dit, ça serait bien de faire un petit test là, savoir comment ça se passe. Parce que moi, l'orthopsie, par exemple, faisant une hyperlaxité oculaire, donc mes yeux sont trop souples. Ouais, c'est chelou. D'accord. Mais du coup, il y a des fois où en fait, j'arrive plus à suivre l'image et en fait, là, il faut que j'aille voir l'orthopsie. Donc du coup, c'est l'orthoptiste. Et du coup, c'est des séances pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc c'est des choses comme ça qui sont pour ma part périodiques. Tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde a vraiment des fois toutes les semaines plus que ça. Moi, je sais que c'est plus par période. Mais voilà, après, il y a des choses différentes. Chaque personne, chaque set est différent. Donc voilà. Est-ce que tu as remarqué des prédispositions un peu environnementales à ces périodes ou personnelles? Enfin, est-ce que tu as remarqué que ces périodes arrivaient selon des choses en particulier ou est-ce que c'est un peu au hasard? Tu veux dire les crises de période? Ah oui. Des fois oui. Alors des fois clairement pas. Des fois ça tombe dessus. Tu dis c'est bien, ça va, j'ai de l'énergie. 1 heure après tu peux plus marcher. Mais il y a des fois oui. Par exemple moi l'entre-saison c'est mort. Je suis même tous mes collègues le savent quasiment maintenant. Entre saison, intersaison et tout, c'est la catastrophe. J'ai des douleurs atroces, de nouveaux symptômes qui arrivent et tout. Enfin, c'est là où j'ai le plus besoin d'être épaulée par justement l'ostéopathie, la kiné, peut-être des bains chauds, trucs comme ça pour éviter certaines choses et avoir de la bouillotte en plein hiver par exemple, vraiment tout le temps sur moi. Mais il y a des moments oui comme ça. Après, si imaginons je tire trop aussi, comme c'est arrivé il y a quelque temps, j'ai trop tiré, vraiment j'en ai trop fait et des fois en fait c'est un peu compliqué parce qu'il faut savoir s'adapter à son propre emploi du temps et c'est compliqué des fois parce qu'on a un taux de fatigue qui est
enfin taux d'énergie plutôt qui est clairement limité. Ouais. Et des fois on a l'impression de dire ah ça va et en fait non au bout d'un moment non ça va plus du tout et là c'est horrible. Moi pour ma part je pouvais plus bouger de mon lit, en plus je me suis fait une entorse, en plus il y avait mon omoplate, enfin des trucs comme ça, et tu te dis bon là clairement c'est pas bien ce que tu as fait, donc c'est repos obligatoire, c'est comme ça et tout, et c'est vrai que c'est difficile faut se connaître absolument par cœur, et ce qui est compliqué, on se connaît jamais réellement par cœur, enfin surtout avec une maladie comme ça qui évolue, on ne sait pour quelle raison, donc c'est un peu compliqué. Moi j'essaye vraiment d'être hyper organisée, c'est un peu ma façon à moi de m'adapter, d'être organisée, de tout marquer pour vraiment savoir quelle énergie je vais utiliser aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la théorie de la cuillère aussi. Je ne sais pas si tu connais. La théorie de la cuillère, une théorie qui a été mise en place pour expliquer en fait que les personnes qui ont des maladies chroniques ou des handicaps n'ont pas la même énergie qu'une personne, on va dire, valide. On va dire ça comme ça. Et du coup, en fait, du coup, le truc de la cuillère, c'est-à-dire que du coup, pour ne serait-ce que prendre son petit déjeuner, se prendre sa douche et tout, ça, faut le compter dans une journée pour les personnes qui ont des maladies chroniques. Et moi, clairement, des fois, juste me lever de mon lit, c'est déjà atroce. Donc, du coup, prendre la douche et juste me faire à manger, c'est bon, c'est fini. Ma journée, elle est finie. Donc je peux plus rien faire quoi, et donc chacun doit jauger en fonction des cuillères qu'il utilise dans la journée. Voilà, que c'est une théorie qui a été mise en place. Moi je l'aime bien, théorie des cuillères, je l'utilise souvent. J'aime bien dire il me reste que 2 cuillères. Les gens comprennent maintenant. Comme ça au moins c'est bon. Mais ouais, c'est intéressant. J'ai lu un livre l'autre jour pendant mes vacances il y a quelques mois, qui s'appelle, c'est un livre de Fabien Olicard et qui s'appelle Le bonheur se trouve dans un coin de votre cerveau, et en fait il expliquait une théorie un peu similaire, mais alors c'est pas du tout pour les maladies chroniques, c'est juste pour organiser son temps en général dans la vie, parce que tout le monde a des énergies qui fluctuent en fonction des jours. Effectivement, avec une maladie chronique c'est encore pire. Et donc, mais lui, il expliquait par slot d'énergie, en fait. Il avait dessiné une batterie avec, je sais plus, 10 slots pour la journée. Et voilà, il disait, traiter mes mails, ça me prend 1 slot, mais faire à manger, ça m'en prend 2. Enfin, voilà. Et du coup, je pense que c'est à peu près... C'est ça. Ouais. Oui, c'est le même principe en fait, c'est vrai. Du coup, je sais que j'utilise la théorie de la cuillère parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup parlé avec le syndrome des lèvres dans l'os. Mais oui, mais pareil, c'est des bonnes théories et tout. Et je trouve que c'est facile à comprendre. Et puis aussi, même sans maladie, tu as raison. On a tous nos énergies qui sont différentes. Notre fatigue est différente. Donc, on va pas avoir les mêmes priorités aussi dans une journée. Donc, oui, c'est pas mal aussi j'aime bien. Aussi. Très bien. Et tu as dit au début que c'était génétique. Est-ce que du coup, tu sais toi d'où ça vient, si tes parents ou tes grands-parents ou je ne sais qui a cette maladie ou pas? Alors moi c'est un peu complexe parce que du coup on ne sait pas vraiment de qui ça vient. Il y a une suspicion du côté maternel, on va dire, parce qu'il y a des choses qui reviennent dans cette famille-là qui sont plus importantes que dans la famille paternelle. Mais puis ma mère, en fait, peut pas avoir de diagnostic parce qu'elle a elle a eu un cancer, elle a eu d'autres opérations un peu plus importantes. Et en fait, le diagnostic est biaisé du coup. D'accord. Difficile à poser. Donc, il y a de grandes chances que ce soit de son côté. Mais voilà, après, du coup, il n'y a pas de certitude encore. Donc même si j'ai un frère, mais du coup n'a pas forcément de symptômes plus que ça. Il a quelques trucs, mais qui l'handicape pas et enfin voilà, si ça l'handicape pas et tout, il a pas besoin de diagnostic. Il a pas forcément envie de le faire et je comprends. Voilà, donc c'est vrai qu'on sait pas trop. Mais au moins après moi comment dire, j'ai pas besoin de savoir de qui ça vient. Donc il y en a, je sais qu'ils aiment bien. Il y en a à qui j'en parlais, qui veulent savoir, c'est important. Moi personnellement, je n'ai pas besoin de savoir. Cette maladie, elle débarque de nulle part. Faut s'adapter et puis voilà. Donc non, c'est vrai que c'est pas grave moi. Ok. Voilà. Très bien. Et donc parmi les activités, tu disais que tu faisais pas de sport. Est-ce qu'il y a des activités comme ça qui te sont complètement impossibles outre le sport?
Complètement impossible. Autre que le sport, tu veux dire? Ouais. Oui, tout ce qui est un peu brutal, hein, de toute façon. Tout ce qui va demander un peu plus de force, d'énergie. Après, je dis que je faisais pas de sport classique, on va dire, parce que je suis obligée de faire un peu de sport adapté. Enfin, j'ai trouvé quelque chose là depuis quelques mois. Vraiment un sport adapté avec une coach qui connaît les maladies. Voilà, c'est vraiment hyper adapté. Je veux dire, on est 4 dans une salle, c'est individuel, avec des exercices et tout. Donc, mais je l'ai trouvé il y a pas très longtemps. C'est vrai qu'avant, c'était compliqué de trouver quelque chose de très adapté. En plus, moi, c'est vrai que souvent le fait que je sois jeune et tout, enfin, on me dit tu peux faire plus. Non, je peux pas faire plus. Non, je suis malade, j'ai un handicap. Voilà. Souvent, vous voulez me pousser un peu. J'aime pas ça. Je connais mes limites, je connais ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Et là, depuis peu, j'ai trouvé quelque chose et je suis plutôt contente parce que du coup, ça me permet de reprendre un peu de sport et il en faut forcément. Après, moi à côté, je suis animatrice avec les enfants, donc à mi-temps, parce que je ne peux pas travailler 35 heures. Donc voilà, par exemple, un truc que je ne peux pas faire. J'ai une RQTH, donc une reconnaissance qualité de travailleur handicapé, qui m'a été donc octroyée par la MDPH, donc Maison départementale des personnes en situation de handicap. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre, mais à peu près, vous avez compris. Et du coup, voilà, moi c'était la condition pour le travail, c'est que en fait, mon adaptation plutôt, c'était que je peux pas travailler donc à plein temps et qu'il faut que je puisse m'asseoir debout. Enfin voilà, je peux pas rester dans une position très longtemps, que ce soit assise, allongée, debout, à genoux, enfin voilà. Et voilà, du coup, c'est vrai, l'animation par exemple me demande quand même pas mal. Voilà, je bouge quand même pas mal. Ouais. Donc voilà, le sport, je pense que j'en fais déjà un petit peu avec les enfants. Donc c'est vrai que voilà, à côté le sport, me manquait pas trop parce que je sentais que mon corps travaillait. Mais voilà, j'ai quand même trouvé quelque chose à côté. Après, d'autres choses que je peux pas forcément faire. Après, moi, moi je suis comme ça parce que j'ai décidé que je voulais être comme ça. Je teste beaucoup de choses. Quitte à arrêter ou quitte à dire non, en fait, je me suis trompée, c'est pas grave, j'arrête, ça me fait mal. Une fois, j'ai voulu faire de l'acrobranche. Clairement, j'étais persuadée que ça. Voilà, je me dis, je vais tester. J'adore l'acrobranche. J'adorais monter aux arbres quand j'étais petite, j'adorais ça. Du coup, j'avais trop envie de le faire et tous mes potes étaient là aussi. Et en fin de compte, au deuxième parcours, je me suis retrouvée coincée, mes jambes ont tremblé de fou, je ne pouvais plus marcher. Donc du coup, mes jambes tremblaient, tout le monde était là, oh là là. Du coup, quelqu'un a dû venir me chercher en haut et tout. Les gens ont été super gentils quand je leur ai expliqué aussi ma situation. Mais je voulais tester parce qu'en fait, j'ai tellement entendu depuis pas mal, quand j'ai eu mon diagnostic et tout, et quand j'ai voulu retravailler, quand j'ai voulu faire des choses, c'était limite, on voulait choisir à ma place. Et ça, j'aimais pas. Je voulais pas qu'on me dise, de toute façon, ta situation de handicap, tu pourras faire qu'un travail de bureau. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire qu'un travail de bureau. Je veux faire un truc que j'aime. Pas parce que j'ai un handicap, que j'ai une RQTH et tout, que ça veut dire que j'ai pas le droit de faire un truc que j'aime. Je suis quand même humaine et j'ai envie de faire des choses. J'ai une passion. J'ai envie de choisir, faire mes propres choix. J'ai pas envie qu'on me dise, ah non, fais pas ça, tu vas te faire mal. Mais qu'est-ce que t'en sais, en fait? Des fois, je me dis, ouais, je vais me faire mal, mais peut-être que le fait même si je me fais un peu mal, ça équivaudra pas au plaisir que j'ai pris. Souvent, c'est souvent, je mesure la quantité de plaisir que je vais prendre et le fait d'avoir un peu mal, parce que j'ai toujours mal. Donc, tous les jours, j'ai mal. Si on me demande si ça va, je vais dire ça va, mais en fait, j'ai déjà mal sur une échelle de 1 à 10, j'ai déjà mal à 5 sur 10, 6 sur 10, parce que tous les jours, j'ai très très mal. J'ai dû apprendre à vivre avec. Donc, en fait, je pars du principe que je teste un peu tout. Peut-être pas le saut en parachute, même si j'adorerais en faire. mais voilà, il y a des choses, je sais que non, parce que là, c'est un suicide pas possible. Mais voilà, du coup, non, il y a des choses. Non, j'aime bien tester. Puis maintenant, j'aime bien tester. J'avoue que j'ai pris en assurance aussi, parce que voilà, pour moi, il a fallu que je prenne en assurance pour montrer que ce que j'étais aussi capable de faire ou pas faire et tout, savoir ses limites et tout, tester en fait comme tout gens classique en fait, comme toutes les personnes, on teste, on est obligé, et un handicap ou pas handicap fait qu'on a toujours envie de tester, c'est normal. Donc voilà. Trop bien, j'adore. C'est trop cool. Est-ce que dans la vie, du coup, tu te présentes, par exemple, là, tu te présentes à l'acrobranche, est-ce que tu expliques directement d'entrée ta maladie, ou est-ce que tu dis rien et toi, tu sais, et on verra en fonction de ce qui se passe?
Ah, ouais, ça dépend. Il y a des fois je le dis, des fois je le dis pas. Mais là, l'acrobranche, j'avoue, je l'ai pas dit, je crois. Non, de mémoire, il me semble pas. Ça date, mais non, je l'ai pas forcément dit. Mais par exemple, même pour le truc, j'avais fait un tour en montgolfière. On est quand même resté longtemps debout. Et c'est vrai que je savais pas trop. Et puis, en fin de compte, bah oui, je suis restée debout et j'ai eu un peu mal. Mais ah là là, c'était tellement génial. Et je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit parce que ça allait. Je savais que j'en étais capable aussi. Ouais. Mais il y a des choses, oui, plus professionnelles. Par contre, quand j'ai vraiment quelque chose plus attrait au professionnel, oui, je vais le dire. C'est normal. Pour vraiment une transparence totale. Mais pour le loisir, non, pas spécialement. Ça dépend des fois. En fait, ça dépend qui j'ai en face de moi. Je m'adapte en fait. Parce que bon, les maladies invisibles, en plus, tout le monde ne les accepte pas, tout le monde n'y croit pas. Ouais. Des fois, j'essaye d'en parler. Voilà, je m'adapte en fait à la personne qui est en face de moi ou ce que je vais faire. Ça dépend. Ouais. J'avoue, il n'y a pas de ligne vraiment droite pour ça aussi. Ok. Voilà. Est-ce que du coup tu remarques une différence chez les gens dans leur façon de te regarder, de te parler, une fois que tu leur as dit? Une fois que alors moi ça va en ce moment j'ai vraiment beaucoup de chance parce que après je sais pas, peut-être que c'est le fait comment j'en parle maintenant, parce que j'en parle de manière tellement décomplexée, décomplexée dans le sens j'en parle facilement et beaucoup de gens viennent me voir en me disant ah, du coup tu as une maladie, ça te dérange si tu m'en parles et tout. Et moi je suis là, mais non, pas du tout, au contraire, je suis contente que tu me poses des questions et tout, pour montrer que c'est les maladies quelles qu'elles soient, c'est bien d'en parler, faut demander. Par contre, faut pas rentrer dans l'art et dire n'importe quoi, Ouais. quoi, voilà. Mais en posant des questions gentiment et tout. C'est vrai que depuis quelques temps, je rencontre beaucoup de gens et quand j'en parle, ils sont là, ah ouais, quand même et tout. Enfin, ils y croient, donc ils sont pas, comment dire, distants, ou voilà, ils ont envie de savoir. Mais c'est vrai qu'au tout début de ma maladie, je peux pas dire ça au tout début de ma maladie parce que j'ai eu affaire à vraiment énormément de gens qui ont été méchants, maladroits, mais maladroits pas très sympas, irrespectueux, affaire à des médecins, à des professionnels de santé qui c'était très difficile. Mais après, du coup, le regard envers moi, il a changé quand j'ai commencé à être malade, avec les amis, la famille et tout. Ça, c'est sûr. Maintenant, beaucoup moins. Parce qu'en fait, je suis toujours malade. Et ils se disent, ah ouais, quand même, si elle est toujours malade, tout ce qu'elle met en place quand même, je pense pas qu'elle fait semblant quand même. Hein. Je pense qu'elle a pas trop envie de mettre tout ça en place, d'avoir un fauteuil, d'avoir des cannes, des béquilles, des orthèses, des machins, des trucs. Je pense que maintenant, ils disent, ouais, c'est bon, en fait, c'était vrai ce qu'elle disait. Ah ouais, c'était vrai. Bah oui, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, non, je pense que après, bon, le regard il change. Hein. Moi après, je suis pas mariée avec ces gens, hein, donc c'est pas grave. S'ils me croient pas, ils me croient pas. Maintenant, je laisse tomber. Avant, ça me faisait vraiment du mal, et maintenant, des fois, je laisse tomber. Je sais pas, est-ce que c'est des gens sûrement qui compteront pas, ou voilà, c'est pas grave, ils me croient pas. Et puis maintenant, je laisse tomber parce que c'est trop dur, c'est trop d'énergie. Après, Ok. ça a été plus difficile quand c'est des médecins qui te croient pas et que t'attends d'eux quelque chose quand même qui t'aide. Ouais. Ça, c'est plus délicat parce que voilà, je dis ça parce que du coup, je pense que d'autres personnes qui ont le CED et qui m'écoutent, je pense qu'ils diront ouais, mais quand c'est des médecins, des professionnels et tout et qui te croient pas, là vraiment c'est compliqué. C'est hyper dur pour toi. Tu fais des efforts pour aller les voir, tu fais des fois des kilomètres et tout. C'est compliqué quoi. Donc voilà. Et justement, du coup, avec ce podcast, tu voudrais qu'il s'adresse à qui? Aux gens qui ont ce syndrome et qui voudraient peut-être trouver quelqu'un qui peut les comprendre, ou aux médecins pour leur dire voilà, ça existe, ou aux accompagnants ou à l'entourage. À qui est-ce que tu voudrais que ce podcast il s'adresse? Alors déjà, enfin les médecins, je pense que non, parce que clairement, ils se croient même pas entre eux. Alors je pense que moi, voilà, je pense pas. Voilà. Mais après, ce serait bien. Hein, j'aimerais bien qu'il y en ait qui écoutent et qui se disent ah ouais, c'est une maladie qui est sympa. Je vais en parler à mon prof. On va en parler des étudiants par exemple. Ouais. Ça pourrait être sympa. Mais après non, peut-être plus des gens, alors des gens, ouais, accompagnants ou même des personnes qui ont envie de un peu de voir une maladie invisible, qu'est-ce que c'est, machin et tout, et enfin ou le syndrome d'Ehlers-Danlos en particulier pour ce podcast. Mais après du coup, je me dis aussi des personnes qui ont le CED et qui sont pas des fois qui acceptent pas, ou alors qui ont accepté
mais qui s'ancre dans quelque chose de très négatif, peut-être essayer, c'est dur, hein, je dis pas, hein, moi j'ai fait un grand travail là-dessus, hein, d'accepter, de s'adapter, de trouver les bonnes personnes, et justement, oui, pourquoi, et me parler si ils ont besoin, bien sûr. Là, je serais clairement à l'oreille attentive pour parler, et de manière aussi très, comment dire. Moi, à un moment donné, je me suis ancrée dans des groupes, ça a été très difficile parce que c'était toujours la maladie, toujours la maladie, toujours la maladie, et j'avais envie aussi qu'on rigole en fait des frasques de la maladie, parce que des fois c'est rigolo. Enfin, moi personnellement je rigole de moi-même, de ce qui peut me passer, ce qui peut se passer avec mon corps, hein. De n'importe quoi. Enfin, des fois quand je me fais une entorse là dans mon jardin, je dis il y avait un trou dans mon jardin, il m'a pas trop apprécié apparemment, un truc comme ça. Enfin, je dis toujours ça. Ou alors je me suis fait un bleu, le frigo, voilà, il m'a encore tapé le frigo, quoi. Enfin, des trucs un peu bêtes, mais je sais que ma mère étant aussi, elle a une amputation, et elle aussi elle en rigole, parce que on a envie de voir aussi le côté positif, hein, de la vie, on va dire. Ouais. Même si c'est très dur, hein. Je dis, bien sûr, je répète, c'est très très dur. C'est pas facile, ça peut prendre du temps, comme ça peut pas prendre du temps, hein. Des fois, il y en a. Personnellement, ma mère, c'est une femme qui a vécu tout ce qu'elle a vécu, le cancer, des opérations très difficiles et tout. Moi, qui étais malade, elle a toujours gardé le sourire, elle a toujours été très solaire. Et son amputation, elle a très pas bien vécu, parce que c'est un peu dur ce que je veux dire, mais c'est un peu, voilà. Mais le premier jour où je suis allée voir à l'hôpital, elle avait le grand sourire. Elle avait grand sourire, alors qu'elle venait de se faire amputer. Et ça a été, je sais pas, quelque chose, me dire, ah là, quand même, elle vit ça. Elle l'a vécu quand même c'était assez, court dans le temps. Elle a pris son cancer, quelques mois après, elle devait se faire amputer. Donc ça a été très rapide. Okay. Et elle avait le sourire, quoi, après son amputation. Et c'était, je sais pas, je me rappelle toujours de ça. Voilà, c'est un truc qui me permet aussi de me dire, oui, de sourire des fois à des trucs un peu cocasses, quoi, de la maladie. Mais bon, après voilà, c'est parce que je suis comme ça, avec ma mère et comme ça aussi, hein. Ouais. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on n'a pas tous cet entourage-là. Moi, j'ai la chance au moins d'avoir ma mère et ma tante aussi, mais c'est vrai qu'on n'a pas tous un soutien des fois, surtout pour des maladies invisibles, hein. Il y a des histoires qui sont très dures, mais voilà, c'est vrai que si ce podcast pouvait aider des personnes à avoir le côté, à venir me parler, pour justement un peu aussi plus parler de comment ça se passe leur vie, comment prendre aussi la vie un peu, comment dire, de pas laisser la maladie, pardon, prendre le pas sur ce que tu es. Moi, c'est ça qui des fois est très difficile. On dirait que la maladie me définit. Elle me définit pas. Moi, à la base, je suis passionnée de pâtisserie, et je le serai toujours, maladie ou pas maladie. Je suis une geek. Ça veut pas dire que je suis malade, que je serai pas une geek, en fait. Et ça, des fois, les gens oublient. Du moment que vous avez une maladie, vous êtes malade. C'est tout ce que vous êtes. Et encore, moi, j'ai les vêtements compressifs, mais ils se voient pas tellement, on va dire. Les gens me disent souvent que c'est mon style. C'est marrant. Mais voilà, quand j'ai les béquilles, que j'ai les cannes ou le fauteuil, les gens, ils t'ancrent là-dedans, en fait. Ah, elle a le fauteuil, mais du coup, c'est le fauteuil qui définit la personne. Et ça, justement, c'est ça qui a aussi à déconstruire, cette image-là, je trouve. Parce que dans le fauteuil, il y a surtout une personne sublime, souvent une personne qui a tellement de choses à raconter, tellement de force en elle, que c'est ça aussi qu'il faut montrer. Donc oui, voilà. Trop bien. J'aime beaucoup. Ah, c'est gentil. Non, mais c'est chouette. Est-ce que du coup, t'as eu recours à un moment donné de ta vie à un suivi psychologique par un psychologue, un ou une d'ailleurs, psychiatre, ou pas du tout? Vraiment, c'est ta force de caractère, c'est en toi? Non, clairement, j'ai eu un suivi psy. Oui, enfin voilà, en toute transparence, j'ai eu un suivi psy. J'ai eu la chance de tomber sur une psy-sophrologue extra qui m'a suivie, parce que, alors déjà, j'étais suivie bien avant la maladie, parce que du coup, justement, quand j'étais malade et qu'on n'arrêtait pas de me dire, mais c'est dans ta tête, t'es toujours malade, machin et tout. Donc, et puis il y a eu des moments très difficiles, et puis familial aussi. Donc du coup, j'ai suivi une psy-sophrologue, du coup, qui m'a vraiment fait du bien. Et en fait, il faut savoir aussi qu'au tout début de ma maladie, les médecins me croyaient tellement pas qu'ils m'ont fini par me dire non, mais c'est dans la tête. Et ils ont cherché le moindre prétexte pour me dire que j'étais tarée, en fait, folle. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que
à ce moment-là de ma vie, ça allait super. Il y avait 1 an avant, on va dire, c'était la catastrophe. Mais par contre, à ce moment-là, j'étais en CAP pâtisserie, je faisais ma passion, c'était trop bien et tout, j'étais trop heureuse. Et elle m'a dit, mais tombez dessus, donc il n'y avait rien. Et ils essayaient de creuser, les médecins. Oui, votre famille, votre situation, machin et tout. Ils essayaient de tout creuser. Donc j'ai suivi forcément une psy, enfin la psy sophrologue, et qui même elle en fait a fini par me dire non mais il y a rien en fait. Enfin c'est une vraie maladie que t'as. Je veux dire c'est pas dans ta tête hein, avec tout ce qu'on fait comme travail. Non tu as quelque chose. C'est voilà avec tout ce qu'on a fait là clairement je te dis tu es malade. et en fait ça m'a permis aussi de me renforcer là-dessus parce que elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup cru en moi aussi. Et c'est vrai que oui, bien sûr que j'ai fait suivi psy, c'est ça qui m'a aidée. Et puis après, j'ai toujours eu un accompagnement aussi pour, comment dire, j'ai toujours eu même au niveau de la kiné et de l'ostéopathie, j'ai quasiment toujours les mêmes en fait depuis tout ce temps. Et j'ai eu des femmes qui m'ont entourée de kiné ostéopathes hyper fortes aussi et qui m'ont suivi là-dedans. Donc c'était super. Et puis aussi, depuis peu, on va dire, j'ai repris la passion de la pâtisserie, donc ça m'a redonné confiance en moi. Je fais une formation d'entreprise, pareil, ça m'a redonné confiance. J'ai lu des bouquins, écouté beaucoup de podcasts pour justement apprendre à avoir confiance, l'estime de soi, que je n'étais pas juste une personne handicapée qui devait, comment dire, faire ce qu'on lui disait de faire, ce que la société avait décidé qu'elle fasse. Ouais. Et j'ai voulu sortir de tout ça et en fait, ouais, j'ai grave changé ma vision de la vie, quoi. Mais pour du mieux, quoi. Enfin voilà, je veux me battre en fait. Je veux me battre pour montrer que c'est possible en fait. Trop bien. Ça. Est-ce que tu as des références un peu là en tête de livres ou de podcasts ou de choses qui ont pu t'aider? Du coup, déjà, en fait, je suis une formation qui s'appelle Vivre Food et dedans, il y avait donc le développement personnel et qui m'a énormément aidée. Vraiment beaucoup, déjà. Je suis des podcasts beaucoup sur... Enfin là, il y avait Verre d'eau que j'adore. Et puis après, il y a tout plein de choses sur le sexisme. Je sais pas pourquoi, parce que moi, je suis très féministe quand même. Hein. Et féministe ou pas, enfin clairement l'égalité homme-femme, tout ça est primordial. Enfin voilà. Et du coup, je me suis vachement renseignée sur beaucoup de choses qui me tenaient à cœur et que j'avais le droit d'avoir un avis. Enfin c'est tout bête, hein, mais de se dire ouais non mais en fait mes combats ils sont importants et j'ai envie aussi de les montrer. Et c'est des trucs un peu bêtes peut-être, j'en sais rien. Mais c'est vrai que tout ça en fait m'a donné une force d'apprendre, d'être meilleure, d'être positive. Je sais pas, mais et si les livres aussi, j'ai lu Les 5 blessures de Lise Bourbeau aussi, que j'aime bien. Là, je suis en train de lire Tu vas tout déchirer, qui est très très bien aussi. Alors par contre, désolée, l'autrice, je me souviens plus. Je noterai dans les notes de l'épisode. Ouais, mais voilà, du coup, c'est vrai que je me suis vachement reconnectée à tout ça parce que ça me semblait primordial aussi. Donc voilà, ouais, c'est un peu les références que j'ai. Chouette. Voilà. On va parler de la pâtisserie, mais en fait, j'ai une autre question que j'aurais dû poser avant, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des choses, alors je sais que la réponse est oui, mais quelles sont ces choses dont on ne se rend pas compte dans la société, dans la vie de tous les jours, quand on est valide, entièrement valide? Que rien n'est adapté en fait. Clairement, mais c'est difficile d'être en fauteuil, d'être en canne, d'être en béquille ou même marcher tout simplement. Hein, les pavés, je sais pas qui a inventé les pavés. Et quand on a une maladie où en fait tu dois regarder tes pieds pour marcher tellement t'es incertaine de tes pas, clairement les pavés ça aide pas. Des trucs comme ça. Et bien sûr, le travail. Moi, le travail, ça a été très compliqué. Alors, je sais que c'est compliqué de trouver un travail, des fois. Hein. C'est pas ce que je veux dire, mais quand on a une RQTH et tout, ou un fauteuil, tout ce qu'on veut, c'est très compliqué. Justement, on s'en tient au fauteuil, on s'en tient à la RQTH. Et des fois, je sais pas, mais pour le travail, les gens veulent pas de gens en situation de handicap. Des fois, malgré le fait que la loi, machin et tout, ça c'est bien beau. Hein. Mais la réalité, c'est autre chose. Moi, j'ai voulu faire des formations
qui normalement doivent être adaptées. C'est la loi. Ouais. Elles le sont pas. Elles le sont pas. Elles le seront pas. Elles le seront jamais. Ça coûte trop cher. Ouais. Donc, et le travail, c'est pareil. Moi, j'ai eu la chance que grâce à ma motivation, ma détermination, alors je sais pas, c'est pas parfait comme ça, mais dans le sens où quand j'ai voulu être animatrice, en fait, pour en revenir juste à ça, c'est la MDPH qui m'a fait faire une petite formation pour justement trouver un poste adapté. Donc c'était bien, mais voilà, fallait du mi-temps et l'animation était bien parce que c'était des petits contrats souvent, enfin des contrats avec possibilité de mi-temps. Je pouvais être assise debout. Il y avait du social, de la création, de la créativité et tout, c'est ce que j'aimais. Et du coup, vu que je pouvais pas faire de formation parce qu'on voulait pas l'adapter, j'ai trouvé un autre chemin. Donc j'ai fait du bénévolat, des stages, des trucs pour et ça a abouti à plusieurs offres d'emploi. Mais moi, je dis bien parce que j'ai eu le temps de le faire. Voilà, il y en a qui peuvent pas faire ça. On a de boulot vraiment urgemment et c'est difficile parce que quand on est en fauteuil ou quand on est en béquille, canne, maladie invisible, faut pas croire qu'on a toujours des aides aussi. Ça, c'est aussi un stéréotype, pas un stéréotype, une image qu'on a. Faut savoir que le MDPH ne donne pas une allocation adulte handicapé à tout le monde comme ça. Moi, j'ai bataillé pour l'avoir parce que ça me permettait d'avoir un complément de salaire et de vraiment sortir de ma précarité. Et encore, du coup, je vis sur des aides, donc c'est lourd. Enfin, moi personnellement, à chaque fois, je sais pas combien, tous les 3 mois, je dois faire ma déclaration. Je sais pas si je toucherai la même chose et tout, donc je dois m'adapter aussi à ça. Il y a plein de choses que les valides ne se rendent pas compte, quoi. Donc et puis vivre en couple aussi, c'est pas facile, c'est plus difficile parce que bon, tu fais vivre un handicap à quelqu'un, alors plus ou moins lourd. Il y aurait tellement de choses, je pense, à dire que les valides ne voient pas. Et moi particulièrement avec la maladie, plus personnellement, de porter ne serait-ce qu'une chaise, c'est difficile. Donc des fois, je dois demander. Donc c'est des trucs comme ça. C'est délicat. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça, je pense. Ça mériterait un épisode complet. Oui, et encore, c'est vrai que il y a toujours, encore moi du coup, bon, c'est vrai que, comment dire, moi je suis pas trop en fauteuil pour l'instant, mais c'est vrai que je vois ma mère qui est des fois en fauteuil. Quand à une époque, mon père l'a poussée, il l'a garée comme un caddie, quoi. Il la mettait pas face à la personne qui parlait, il l'a garée comme ça. Et on lui a dit non mais c'est pas un caddie en fait, tu tournes le fauteuil et tout. Et du coup ma mère a préféré que ce soit moi qui la pousse parce que je comprenais quoi. Parce que moi je voyais ma mère, je voyais pas. Voilà. Des trucs mais tout bête ou que de pas s'appuyer sur le fauteuil aussi. Là, les gens s'appuient souvent sur les fauteuils, sauf qu'en fait ça déstabilise la personne qui est dedans et c'est hyper gênant en fait. C'est hyper du coup on se sent pas très à l'aise dans son fauteuil quoi. Et en plus on est bloqué. Donc les gens nous bloquent en fait. Des fois ils se rendent pas compte. Ils s'appuient comme ça, comme si on était un petit accoudoir. On leur dit en fait c'est lourd et en fait tu me bloques là, je peux pas bouger. Donc et ils me disent mais je vais te pousser. Non mais j'ai mon fauteuil, il est à ma taille, il est bien pratique, je veux le pousser. Enfin je peux le manipuler en fait. J'ai pas besoin de toi des fois. Parce que le fauteuil fait partie de moi. C'est comme une partie de mon corps. Je m'en sers quoi. Donc il y a des choses comme ça oui mais c'est vrai qu'on peut-être on s'en rend pas compte, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai que il y a plein de choses que tu dis auxquelles moi j'avoue je ne fais pas attention. Je sais que l'autre jour j'ai pris le train et en fait un truc auquel je ne fais jamais attention, même si j'ai une valise, je monte les escaliers quoi. Et en fait il y avait une personne en béquille. Et il n'y avait pas d'escalator et il n'y avait pas d'ascenseur et elle avait une valise en plus de ses béquilles. Et en fait, elle a besoin de quelqu'un, parce que elle arrivait à tirer sa valise, mais pas à pouvoir monter les escaliers, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est délicat, un truc comme ça. Puis même pour monter dans le train, après, il y avait plein de petites marches un peu partout. Ah oui, oui, là, c'est ça, c'est des trucs comme ça. À Paris, à Paris, le bus ou quoi que ce soit, ils sont bien beaux avec leur rampe, mais si tu signales pas ta présence, la rampe, c'est même pas la peine. Donc, je pense que ça doit être très difficile pour les personnes en fauteuil à Paris. J'avoue, courage à eux, moi je dirais. Parce que, mais malheureusement, je pense qu'elles peuvent pas trop prendre les transports, quoi.
Mais du coup, tu vas nous parler un peu de ton projet dans la pâtisserie? Ouais, ok. Si ça te dit. Alors, du coup, je suis passionnée de pâtisserie depuis l'enfance en fait. Et donc, je voulais en faire mon métier à 16 ans. Alors, ça n'a pas été comment dire, une idée tout de suite. Hein. Je suis passée par une seconde qui s'est mal passée. Et on s'est dit enfin, ma mère m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas un CAP ou BEP pâtisserie? Et je me suis dit, ah oui, mais pourquoi je pas pensé avant en fait? Et en fait, c'était tellement ancré qu'il fallait faire une seconde générale que du coup, on s'est pas posé de questions, alors que c'est bête quoi. Enfin, clairement, moi je dis, et clairement, c'est n'importe quoi. Et du coup, j'ai fait mon CAP. Enfin, j'ai fait mon CAP. Non, j'ai fait quelques mois parce que du coup, je suis tombée malade. Donc après, j'ai été vite mis en invalidité. Et puis après, moi, j'ai arrêté parce que ça m'avait démotivé. Enfin, j'ai dû faire le deuil de la pâtisserie parce que clairement, c'était pas adapté, c'était pas un métier pour les handicapés en fait, hein, clairement. Ou alors, clairement, on me l'avait fait comprendre à l'époque. Hein. Puis je dis bien à l'époque parce que ça a changé maintenant. Et du coup, j'en avais fait pas mal mon deuil. J'avais quelques années après fait une petite formation. J'avais voulu retester un peu, mais bon, clairement, c'était pas au niveau des horaires et tout. Porter, c'était trop compliqué. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'était au premier confinement, parce que moi, j'ai fait que le premier, vraiment, où j'ai pas travaillé. J'avais décidé de me remettre vraiment dedans. Alors, je pâtissais un peu à la maison, mais sans plus. Mais j'avais envie d'apprendre des techniques et tout. Donc, j'ai suivi des ateliers virtuels de Charles et Ava. Et du coup, ils en ont fait pas mal et j'ai appris beaucoup de choses. C'est un rapport parce que Charlie Havard, en fait, c'est un du meilleur pâtissier. Ouais. Et ensuite, après, en cherchant sur Instagram, je regarde les anciens du meilleur pâtissier, puis je vois Gabriella avec une formation Vivre Food. Je vois juste Vivre Food, je fais tiens, ça a l'air intéressant ça. Et du coup, je regarde et tout, puis elle proposait donc une formation donc à la maison, adaptée, qu'on pouvait faire quand on voulait, d'entrepreneuriat et tout. Et moi, c'est vrai que j'avais toujours eu cette idée donc d'être dans la pâtisserie. Mais c'est vrai que pâtisser à la maison, j'en étais capable parce que j'avais adapté quand même mon poste un petit peu, même si il va être amené à être encore mieux. Mmh. Mais c'est vrai que de pouvoir créer son entreprise, adapter justement ma situation, tout en sensibilisant quand même aux maladies invisibles par rapport à mon parcours, par rapport à ma façon de faire. Ça m'intriguait vachement en fait. C'était vraiment quelque chose qui était vraiment hyper ancré en moi à un moment donné. Et en fait, elle proposait à Gabriella de faire une conférence gratuite pour voir ce qu'il y avait dedans dans sa formation, et c'était hyper intéressant. Déjà avec le développement personnel et tout. Moi, je connaissais pas à la base le développement personnel. C'est vrai que je l'ai vraiment appris grâce à elle et à sa formation, ce qui a déclenché du coup toutes mes recherches. et du coup, la conférence m'avait vachement plu et tout. Et du coup, je fais tiens, ça a l'air intéressant. Et en plus, elle proposait donc un rendez-vous téléphonique. Je trouvais ça génial, un rendez-vous téléphonique pour justement savoir et tout, et comment elle ressentait tout ça machin. Et du coup, c'est vrai que quand je l'ai au téléphone, bien sûr, toute pleine d'énergie et justement d'avoir un projet pâtisserie et en même temps sensibiliser aux maladies invisibles et tout, elle trouvait ça super. Et elle me dit que c'était pas, que ma maladie, c'était moi qui savais où sont mes limites et tout, donc qu'il n'y avait pas de comment dire, c'était pas impossible. Que du coup, ça sera à moi de l'adapter, de savoir ce que je peux faire, pas faire, comment je voulais le faire et tout. Donc c'est vrai qu'elle m'a redonné aussi beaucoup confiance en ça, et ça m'a permis vraiment à partir de là, de vachement faire plus de pâtisserie, d'avoir vraiment un projet, d'avoir l'espoir de pouvoir construire quelque chose via la pâtisserie en fait. Et c'était super. Donc là du coup je suis encore en plein dedans. Donc là j'ai mon compte Insta, j'ai mon nom, je fais de la pâtisserie, je sensibilise. Je suis bientôt lundi, il va y avoir un petit le saviez-vous justement sur ma maladie. Où justement je vais mettre des petites infos un peu très techniques, et puis des petites blagues aussi, des petits gifs en rapport avec ma vie, un peu décomplexés quoi. Du coup je donnerai une info par semaine pour pas que ça fasse non plus trop lourd, et parce que je voulais aussi sensibiliser, mais je voulais pas que ça soit la priorité non plus dans mon compte Insta, parce que ça reste la pâtisserie quand même qui me lie à tout ça. Et du coup après j'ai envie de créer pas mal de petites choses et tout.
Mais bon, là, je suis en pleine étude de marché et clairement, là, c'est moins mon domaine. Là, c'est difficile. Mais du coup, ouais, par exemple, sa formation m'a vraiment appris beaucoup de choses sur le stylisme culinaire, la photo, les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, et puis j'ai appris plein de choses. Et moi, c'est vrai que j'adore apprendre plein de trucs, des nouvelles choses, des trucs que je connais pas et tout. Je suis toujours envie d'apprendre, d'évoluer et tout. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc là, j'étais servie du coup. Ouais. donc voilà. Chouette, j'aime bien les gens qui aiment apprendre. Ouais, j'aime bien moi. Voilà. Écoute, on ira suivre tout ça. Est-ce que tu veux donner le nom de ton compte Instagram ? Oui, c'est Delilyces, donc c'est Delilyces. Parfait. On ira suivre tout ça. Donc pourquoi juste Delilyces ? Parce que du coup, alors Délice, et puis en fait tout le monde m'appelle Lily, parce que je m'appelle Julie, sauf qu'il y a trop de Julie autour de moi. Donc voilà, on a dit Lily parce que Julie, et mon deuxième prénom c'est Émilie. Du coup, Lily, voilà, c'est mignon, hein, moi ça me va. Hein. Tant que c'était pas autre chose trop voilà, qui part trop loin. Ouais. Lily, ça me va, et du coup, c'est ma belle-sœur qui m'a dit ça c'est pas mal Delilyces et tout. C'est pas mal, ouais, c'est cool, c'est mignon, c'est peps, j'aime bien. Voilà, je trouve ça sympa. Top, c'est parfait. Voilà. Ouais. Est-ce que toi, dans ta vie, t'as un sujet tabou ? Un sujet tabou ? Pas vraiment. Sujet tabou. Un sujet que je parle pas du tout ? Ouais, vraiment que ça te gêne trop d'en parler. Eh ben... Pas vraiment. Ouais, si. Bon, il y a des choses... Ouais, non, pas vraiment, en fait. Il y a des choses que je parle pas, mais pas forcément par tabou, mais c'est à des gens que je le dirais pas, parce que c'est pas forcément les personnes adaptées ou trucs comme ça, mais des vraiment sujets tabous, non, j'en ai pas tellement. Enfin, j'en ai pas du tout, en fait. Parce que du coup, je trouve qu'on peut parler de tout, mais avec certaines distances. Enfin, comment dire, faut savoir parler des choses avec les personnes avec qui tu sais que ça va aller. Ouais. Je sais pas si je dis bien, mais par exemple, j'aime beaucoup parler de la transsexualité, bisexualité, queer. J'adore apprendre parce que voilà, tout le monde, on en parle beaucoup et justement, ça m'intéresse. J'ai envie de changer, tout comme le féminisme, tout ce qui me mettrait à la religion et tout. J'ai envie d'apprendre pour connaître les gens, pour connaître la culture, la religion, orientation ou pas. Enfin, c'est ce qui m'intéresse. Et je ne parlerai pas de tout ça avec n'importe qui. Avec certaines personnes, je sais que c'est même pas possible. Et avec d'autres, oui. Et du coup, ou au contraire, voilà. Du coup, avec les autres, je parlerai pas de certaines choses. Et puis voilà. Mais c'est pas des sujets tabous en soi. C'est pas un sujet que je parlerai pas du tout en fait. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas abordé là sur le sujet de la maladie, le syndrome en particulier ? Non, je crois qu'on a fait le tour. Enfin, je pense. Hein, on a pas mal parlé de tout ça, donc c'est super, c'est génial. Parfait. Merci beaucoup, Julie. De rien, et merci encore. C'était sympa. De rien. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous retrouverez toutes les références sur le site www.sanstabou-podcast.com. Pour soutenir Julie dans son projet professionnel et ou lui poser des questions sur sa maladie, vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo @Delilyces, DELILYCES. Pour soutenir le podcast, vous commencez à savoir comment ça fonctionne. Parlez-en autour de vous un maximum et puis vous pouvez aussi laisser une bonne note et un gentil commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Si vous écoutez sur une autre plateforme, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une notif à chaque nouvelle sortie. Pour nous raconter votre histoire sur un sujet tabou, écrivez-nous par mail à santabou.podcast@gmail.com. Et puis sinon, on se retrouve sur Instagram sous le pseudo @sans-tabou-. Vous avez rendez-vous dans 2 semaines pour fêter le premier anniversaire de Sans Tabou avant une petite pause d'1 mois pour les vacances. Mais en attendant, prenez soin